La salle d'audience est tombée dans un silence glacial lorsque j'ai sorti mon téléphone. Ma belle-fille, Sylvie, me regardait avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de stupeur et d'horreur, comme si elle voyait un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le fantôme de ses propres mensonges allait enfin se manifester. « Votre honneur, j'aimerais présenter ces messages comme preuve », ai-je dit d'une voix qui tremblait légèrement. À 73 ans, je ne m'attendais pas à me retrouver dans une salle de tribunal, à défendre mon honneur, ma liberté et tout ce que j'avais construit pendant des décennies. L'avocat de Sylvie s'est levé d'un bond. Objection. Ces preuves n'ont pas été présentées au préalable. Le juge Bertrand, un homme d'une 60aine d'années aux yeux perçants, m'a regardé fixement par-dessus ses lunettes. « Monsieur Laurent, est-ce vrai ? Ces messages m'ont été transmis ce matin même, votre honneur, par le fils de Sylvie. Il ne pouvait plus supporter de voir ce qu'elle faisait. » Le juge a hoché la tête lentement. « Je vais les examiner. » Le visage de Sylvie s'est décomposé. Elle savait ce que contenaient ces messages, un plan méticuleux, échelonné sur plusieurs mois, pour me faire passer pour un homme violent, dangereux et instable. Tout ça pourquoi ? Pour prendre le contrôle de ma maison, de mon compte en banque, de ma vie. Mais avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, je dois vous dire comment tout s'est terminé. Le juge a lu les messages en silence, son expression devenant de plus en plus grave à chaque seconde. Quand il a relevé les yeux, il a fixé Sylvie d'un regard qui aurait pu fendre la pierre. « Ah, madame », a-t-il dit d'une voix basse et contrôlée, mais qui résonnait dans toute la salle. « Non seulement je rejette toutes les accusations portées contre monsieur Laurent, mais je vous ordonne de quitter sa propriété dans les 24 heures. De plus, j'émets une ordonnance d'éloignement vous interdisant d'approcher votre beau-père à moins de 500 mètres. » Il a fait une pause. « Et je transmets ce dossier au procureur pour envisager des poursuites pour faux témoignages et tentatives de manipulation de la justice. » Le cri de rage de Sylvie a résonné dans la salle d'audience alors qu'elle était escortée dehors. Sa dernière parole à mon égard fut une insulte que je n'ose répéter ici. Mais comment en étions-nous arrivés là? Comment ma propre belle-fille avait-elle pu orchestrer un plan aussi malveillant? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été trahi par un membre de votre propre famille? Tout a commencé il y a 1 an, par une froide journée de novembre à Lyon. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues de la Croix-Rousse, le quartier où je vis depuis que ma femme Isabelle et moi avons acheté notre appartement, il y a 40 ans. Un appartement avec vue sur la Saône, témoin de notre amour, de nos disputes, de nos réconciliations, et finalement, de sa maladie. Isabelle nous a quittés il y a 5 ans, emportée par un cancer qui n'a laissé aucune chance. Elle était mon ancre, ma boussole. Sans elle, j'ai dérivé pendant un moment, perdu dans un océan de chagrin. Mais j'ai fini par retrouver un semblant d'équilibre. J'ai mes routines, le café du matin sur mon balcon, les promenades le long des quais, les parties d'échecs au jardin du Luxembourg avec d'autres retraités et les visites hebdomadaires au marché. Ce jour-là, j'étais rentré du marché, les bras chargés de légumes frais, de fromage et d'une bouteille de Côte-du-Rhône. J'allais préparer un coq au vin, une recette qu'Isabelle aimait particulièrement. C'était ma façon de la garder près de moi, en cuisinant ses plats préférés. Le téléphone a sonné alors que j'étais en train de couper les légumes. « Allô, papa ? C'est moi. » La voix de ma fille, Marie, était tendue. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? C'est Sylvie. Elle et Denis se séparent. » Denis était le mari de Sylvie depuis 15 ans. Un homme charmant mais faible, qui n'avait jamais su tenir tête à sa femme. Leur relation avait toujours semblé déséquilibrée, Sylvie dominant chaque aspect de leur vie commune. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit sincèrement. Même si Sylvie n'était pas ma fille biologique, elle était la fille d'Isabelle d'un précédent mariage. Je la considérais comme faisant partie de ma famille. Elle est dévastée, papa. Elle n'a nulle part où aller. J'ai senti ce qui allait suivre avant même que Marie ne le dise. J'ai pensé, peut-être qu'elle pourrait rester chez toi quelque temps, juste le temps qu'elle se remette sur pied. J'ai hésité.
Mon appartement était mon sanctuaire, le dernier endroit où je pouvais sentir la présence d'Isabelle. L'idée de le partager, surtout avec Sylvie, avec qui j'avais toujours eu des relations compliquées, me mettait mal à l'aise. Mais comment refuser? Bien sûr, ai-je finalement répondu. Elle peut rester aussi longtemps qu'elle en a besoin. Le soulagement dans la voix de Marie était palpable. Merci papa, tu es un ange. Elle arrivera demain. J'ai raccroché, un sentiment d'appréhension grandissant en moi. Sylvie et moi, nous n'avions jamais été proches. Après la mort d'Isabelle, elle s'était encore plus éloignée, me blâmant presque de ne pas avoir pu sauver sa mère. Mais elle était en difficulté, et j'étais déterminé à faire ce qu'Isabelle aurait voulu que je fasse. Prendre soin de sa fille. Le lendemain, Sylvie est arrivée avec 2 grandes valises et un visage fermé. À 45 ans, elle restait une femme attirante, avec les mêmes yeux bleus perçants que sa mère, mais sans la chaleur qui avait toujours caractérisé le regard d'Isabelle. « Merci de m'accueillir », a-t-elle dit d'un ton neutre, en franchissant le seuil. Pas d'embrassade, pas de véritable gratitude dans sa voix. « C'est normal », ai-je répondu. « Tu es de la famille. » Un rictus a brièvement déformé ses lèvres, mais elle n'a rien dit. Je l'ai conduite à la chambre d'amis, celle qui avait été la chambre de Marie quand elle était adolescente, avant qu'elle ne parte étudier à Paris. « Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire », lui ai-je assuré. « Ce ne sera pas long », a-t-elle répliqué. « Juste le temps de me retourner. » Les premiers jours se sont relativement bien passés. Sylvie partait tôt le matin pour son travail dans une agence immobilière et rentrait tard le soir. Nos interactions se limitaient à des politesses échangées au petit déjeuner ou à un bref « bonne nuit » quand elle regagnait sa chambre. J'essayais de respecter son espace, comprenant qu'elle traversait une période difficile. Puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par de petits commentaires sur mon mode de vie. « Tu ne devrais pas manger autant de fromage à ton âge », disait-elle en voyant mon plateau de fromage du soir. Ou encore, « Cette chemise est vraiment démodée, tu sais ». Des remarques anodines que j'ai d'abord ignorées. Après tout, elle était stressée, et peut-être que sa façon de gérer ce stress était de contrôler son environnement, y compris moi. Mais les commentaires sont devenus plus fréquents, plus incisifs. Elle critiquait ma façon de cuisiner, de ranger, même ma façon de parler. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Un soir, alors que je regardais un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, elle est entrée dans le salon et a changé la chaîne sans me demander mon avis. « Ce genre d'émission est trop déprimant », a-t-elle déclaré. « Regardons plutôt quelque chose de plus léger. » J'étais trop abasourdi pour protester. C'était mon salon, ma télévision, et pourtant, je me retrouvais à regarder une émission de télé-réalité insipide que je détestais. Les semaines passaient, et l'emprise de Sylvie sur mon quotidien se resserrait. Elle a commencé à réarranger les meubles, à jeter des objets qu'elle jugeait inutiles, dont certains souvenirs précieux d'Isabelle. Quand je protestais, elle répondait toujours de la même façon. « C'est pour ton bien. À ton âge, il faut simplifier sa vie. À mon âge. » Ces 3 mots revenaient constamment dans sa bouche, comme si mes 73 ans faisaient de moi un invalide incapable de prendre ses propres décisions. Un matin, je me suis réveillé pour découvrir qu'elle avait donné à une association caritative la plupart de mes vieux livres, dont certaines premières éditions qu'Isabelle et moi avions collectionnées au fil des ans. « Tu ne les lisais plus », s'est-elle défendue quand je lui ai demandé des explications, et il prenait de la place. C'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas juste une femme en pleine crise existentielle qui déchargeait son stress sur moi. C'était quelque chose de plus calculé, de plus sinistre. J'ai appelé Marie ce soir-là pour lui faire part de mes inquiétudes. « Je pense que Sylvie ne va pas bien », lui ai-je dit. « Son comportement est étrange. » Marie a soupiré. « Elle traverse une période difficile, papa. Denis l'a quittée pour une femme plus jeune, tu sais. Ça l'a complètement déstabilisée. Je comprends, mais... Sois patient avec elle, d'accord? Elle a besoin de soutien en ce moment. » J'ai acquiescé,
même si Marie ne pouvait pas me voir. Que pouvais-je dire d'autre? Comment expliquer que j'avais l'impression que ma propre maison m'échappait, que je me sentais de plus en plus comme un invité dans mon propre foyer? Les choses ont empiré le mois suivant. Sylvie a commencé à inviter ses amis chez moi sans me prévenir. Je rentrais de mes promenades pour trouver mon salon envahi par des inconnus, buvant mon vin et critiquant ouvertement la décoration vieillotte de mon appartement. « Ah, voilà le propriétaire », lançait Sylvie quand j'entrais, comme si j'étais un personnage pittoresque dans sa propre histoire. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait changé la serrure de la porte d'entrée. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a regardé avec un air de pitié feinte. « Tu as perdu tes clés 2 fois ce mois-ci, papa. Je m'inquiète pour ta mémoire. »« Je n'ai jamais perdu mes clés. » ai-je protesté. « Bien sûr que si. Tu ne t'en souviens pas, c'est tout. » Cette technique, me faire douter de ma propre mémoire, de ma propre perception de la réalité, est devenue son arme favorite. Elle déplaçait mes objets, puis affirmait que c'était moi qui les avais rangés ailleurs et que j'avais oubliés. Elle modifiait légèrement les rendez-vous que j'avais notés sur mon calendrier, puis me reprochait d'être confus quand je me présentais au mauvais moment. J'ai commencé à tenir un journal, notant méticuleusement tout ce qui se passait pour me rassurer que je n'étais pas en train de perdre la tête. J'y consignais les petits incidents, les commentaires blessants, les manipulations. Un soir, alors que j'écrivais dans ce journal, Sylvie est entrée dans ma chambre sans frapper. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, ses yeux se plissant de suspicion. « Rien d'important » ai-je répondu, refermant rapidement le cahier. « Juste quelques souvenirs que je note. » Elle m'a observé longuement, puis est sortie sans un mot. Le lendemain, mon journal avait disparu. Quand je lui ai demandé si elle l'avait vu, elle a haussé les épaules. « Tu as dû le ranger quelque part et oublier. Tu sais comment tu es ces derniers temps. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Pas une peur physique, Sylvie n'avait jamais montré de signes de violence, mais une peur plus insidieuse. La peur de perdre le contrôle de ma vie, de ma maison, de mon esprit même. J'ai commencé à chercher discrètement un nouvel appartement. Peut-être était-il temps de laisser Sylvie prendre celui-ci, si c'était ce qu'elle voulait, et de recommencer ailleurs. Mais chaque fois que j'essayais de sortir pour visiter un logement, elle trouvait une raison de m'accompagner ou de me dissuader de sortir. « Il pleut, tu vas attraper la mort. Tu as l'air fatigué aujourd'hui, tu devrais te reposer. » Et puis est arrivé ce jour fatidique, celui qui a tout changé. J'étais dans la cuisine, préparant mon déjeuner, quand j'ai entendu la sonnette. 2 policiers se tenaient sur le palier, l'air grave. « Monsieur Laurent ?» a demandé l'un d'eux. « Nous avons reçu un signalement concernant un possible cas de maltraitance. Pouvons-nous entrer ?» J'étais abasourdi. « Maltraitance ? Quelle maltraitance ? Votre belle-fille nous a contactés, » a expliqué l'autre officier. « Elle s'inquiète pour votre bien-être. » Ils sont entrés, et j'ai vu Sylvie apparaître derrière eux, l'air anxieux, mais avec une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Je suis tellement inquiète pour lui, » a-t-elle dit au policier. « Il devient de plus en plus confus, il oublie de manger, de prendre ses médicaments. J'ai trouvé des bleus sur ses bras l'autre jour, je pense qu'il tombe souvent. Et hier, il a laissé le gaz allumé pendant des heures. Tout était faux. Chaque mot. Je ne prenais pas de médicaments. Je n'avais pas de bleus. Je n'avais jamais laissé le gaz allumé. C'est ridicule, ai-je protesté. Je vais parfaitement bien. » Mais les policiers regardaient autour d'eux, notant le désordre, créé par Sylvie elle-même, et échangeant des regards entendus. « Monsieur Laurent, » a dit l'un d'eux doucement, comme s'il parlait à un enfant. « Nous sommes là pour vous aider. Votre belle-fille s'inquiète pour vous, et nous aussi. »« Elle ment !» ai-je crié, perdant mon calme pour la première fois. Elle essaie de me faire passer pour sénile, pour prendre le contrôle de mon appartement, de mon argent. Les policiers ont échangé un autre regard, celui qu'on réserve aux personnes délirantes. « Je pense qu'il serait bon que vous consultiez un médecin », a suggéré l'un d'eux, juste pour s'assurer que tout va bien. « J'ai déjà pris rendez-vous », a dit Sylvie promptement, mais il refuse d'y aller. Il devient parfois agressif quand je lui en parle.
Je ne suis jamais agressif, ai-je protesté, conscient que mon ton démentait mes paroles. Les policiers sont partis après avoir pris des notes et promis de faire un suivi. Dès qu'ils ont franchi la porte, Sylvie s'est tournée vers moi, son masque d'inquiétude disparaissant pour révéler un sourire froid. « Tu vois ce qui se passe quand tu essaies de me résister ?» a-t-elle dit doucement. « Personne ne te croira. Ils pensent tous que tu es un vieil homme confus, et plus tu te débats, plus tu auras l'air fou. » J'étais pétrifié. Cette femme que j'avais accueillie chez moi, que j'avais essayé d'aider, avait orchestré tout cela. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Qui croirait un homme de 73 ans contre une femme respectable de 45 ans, apparemment dévouée au bien-être de son beau-père? Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai entendu Sylvie parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix était basse, mais les murs de mon vieil appartement sont fins. Oui, la première étape est faite. Les flics sont venus aujourd'hui. Il a réagi exactement comme je l'avais prédit, en criant, en m'accusant. Non, ils ne l'ont pas cru une seconde. Le médecin? J'y ai déjà pensé. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Moreau, tu sais, celui qui s'est occupé de la tante Françoise quand on voulait vendre sa maison. Oui, il comprendra tout de suite. D'ici 2 mois maximum, j'aurai une procuration sur tous ses comptes et on pourra envisager un placement en établissement. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était un plan, méticuleusement conçu, pour me dépouiller de tout. Ma dignité, ma liberté, mon argent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai réfléchi à mes options, qui semblaient terriblement limitées. Si j'appelais la police, ils ne me croiraient pas. Si j'essayais de la confronter, elle utiliserait cela contre moi, comme une preuve supplémentaire de mon instabilité. Il me fallait des preuves concrètes de ce qu'elle complotait. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'aller à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai dit à Sylvie que j'y allais seul, que j'avais besoin de réfléchir. À ma grande surprise, elle a accepté, probablement convaincue que je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner. Au lieu de cela, je suis allé voir mon vieil ami Henri, un avocat à la retraite. Je lui ai tout raconté, depuis l'arrivée de Sylvie jusqu'à la visite des policiers et la conversation téléphonique que j'avais surprise. Henri m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a poussé un long soupir. « Ce que tu décris, c'est un cas classique d'abus envers une personne âgée », a-t-il dit gravement. Malheureusement, c'est aussi l'un des plus difficiles à prouver, surtout quand l'abuseur est un membre de la famille. Alors, je n'ai aucun recours? Ai-je demandé, désespéré. Je n'ai pas dit ça. Mais tu vas avoir besoin de preuves, des preuves solides. C'est Henri qui m'a conseillé d'installer secrètement un enregistreur dans ma chambre et dans le salon. Ce n'était pas idéal d'un point de vue légal, m'a-t-il averti, mais c'était ma seule chance de prouver ce qui se passait réellement. Et en attendant, a-t-il ajouté, joue le jeu. Fais semblant d'accepter ses manipulations. Plus elle se sentira en confiance, plus elle sera susceptible de révéler ses véritables intentions. J'ai suivi son conseil. J'ai acheté 2 petits enregistreurs numériques et je les ai cachés dans mon appartement. Et j'ai commencé à jouer le rôle qu'elle attendait de moi, celui d'un vieil homme confus et facilement manipulable. Ce fut la période la plus difficile de ma vie, plus difficile même que la mort d'Isabelle. Au moins, dans mon deuil, j'avais pu être authentique. Là, je devais constamment feindre, être sur mes gardes, tout en donnant l'impression d'être de plus en plus vulnérable. Sylvie a mordu à l'hameçon. Voyant que je résistais moins, elle est devenue plus audacieuse, plus explicite dans ses manipulations. Elle a commencé à inviter des amis à elle, qui se présentaient comme des professionnels de la santé, pour m'évaluer. Elle a organisé des rendez-vous avec des banquiers pour m'aider à gérer mes finances. Et chaque soir, elle appelait son complice, que j'ai fini par identifier comme étant son ex-mari, Denis. Pas si ex que ça apparemment, pour faire le point sur ses progrès. En parallèle, j'ai contacté Marie pour lui faire part de mes soupçons. Au début, elle ne voulait pas me croire, pensant que j'exagérais ou que j'étais peut-être vraiment en train de perdre un peu la tête.
Mais quand je lui ai fait écouter certains des enregistrements, son incrédulité s'est transformée en horreur. « Oh mon Dieu, papa, je suis tellement désolée », a-t-elle sangloté au téléphone. « Je n'avais aucune idée. »« Ce n'est pas ta faute », l'ai-je rassuré. Sylvie est très convaincante. Marie voulait venir immédiatement, confronter sa demi-sœur, mais je l'ai convaincue d'attendre. Nous avions besoin d'un plan solide, pas d'une confrontation émotionnelle qui pourrait se retourner contre nous. Et c'est là que le fils de Sylvie, Thomas, est entré en jeu. Thomas avait 20 ans et étudiait à l'université. Il venait rarement à l'appartement, mais quand il venait, je sentais qu'il était mal à l'aise avec le comportement de sa mère. Un jour, alors que Sylvie était sortie, il m'a abordé timidement. « Je sais ce qu'elle fait », a-t-il murmuré. « Je suis désolé. » J'étais méfiant, craignant un piège. « De quoi parles-tu, Thomas ?»« Ma mère. Je sais qu'elle essaie de te faire passer pour sénile. Elle a fait la même chose avec mon grand-père, le père de mon père. J'ai été stupéfait. »« Comment ça ?» Thomas m'a alors raconté comment, des années auparavant, Sylvie avait manipulé le père de Denis, un homme fortuné, lui faisant croire qu'il perdait la tête, jusqu'à ce qu'il accepte de lui donner une procuration sur tous ses comptes. 6 mois plus tard, il était placé dans une maison de retraite de qualité médiocre, tandis que Sylvie et Denis emménageaient dans sa villa du sud de la France et vidaient ses comptes. « Je n'avais que 10 ans à l'époque, mais je me souviens de tout », a dit Thomas, les larmes aux yeux. « Et maintenant, elle recommence avec toi. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» ai-je demandé, toujours méfiant. « Parce que j'ai trouvé ça. » Il a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages entre sa mère et son père. Des messages détaillant chaque étape de leur plan pour me dépouiller de tout, depuis l'idée initiale jusqu'au moindre détail de la mise en œuvre. Elle a utilisé mon ordinateur l'autre jour et a oublié de se déconnecter de son compte. J'ai tout copié. C'était la preuve dont j'avais besoin. Des messages explicites, datés, qui ne laissaient aucun doute sur les intentions de Sylvie. « Thomas, es-tu prêt à témoigner de cela? À montrer ces messages à la police, à un juge si nécessaire ?» Il a hésité, puis a hoché la tête fermement. « Oui, je ne peux pas la laisser faire ça une nouvelle fois. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt pour mon grand-père. Avec l'aide d'Henri, de Marie et maintenant de Thomas, j'ai commencé à élaborer mon contre-plan. Nous avons contacté un avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées qui a immédiatement déposé une demande d'ordonnance de protection en mon nom. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cette salle d'audience où j'ai finalement pu présenter les preuves de la machination de Sylvie. Après le verdict, quand la salle s'est vidée, je suis resté assis un moment, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. J'avais gagné, mais à quel prix ? Une famille déchirée, une confiance brisée. Thomas s'est approché, l'air incertain. « Je suis désolé pour tout ça », a-t-il dit doucement. « Tu n'as pas à t'excuser », lui ai-je répondu. « Sans toi, je serais probablement en train de perdre tout ce que j'ai en ce moment. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant. « Vivre », ai-je dit simplement. « Continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Et c'est ce que je fais. » Sylvie a quitté mon appartement comme ordonné par le juge. Elle fait face à des accusations de faux témoignages et d'abus envers une personne âgée. Denis aussi est poursuivi en tant que complice. Thomas vient me voir régulièrement. Il dit qu'il aime nos conversations, qu'il apprend beaucoup de moi. Marie passe plus de temps à Lyon maintenant, s'assurant que je vais bien, mais aussi redécouvrant la relation père-fille que nous avions quelque peu négligée ces dernières années. Je ne peux pas dire que je ne ressens pas encore de la colère, de la tristesse et surtout de la déception envers Sylvie. Mais je refuse de laisser ces sentiments me consumer. J'ai 73 ans et j'ai encore beaucoup de vie devant moi. Une vie que je compte bien vivre pleinement, selon mes propres termes. Avant de vous quitter, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires comment réagiriez-vous face à une telle trahison familiale. Les semaines qui ont suivi le procès ont été étrangement calmes. Trop calmes, peut-être.
Je savais que Sylvie n'était pas du genre à accepter la défaite sans riposter. L'ordonnance d'éloignement la tenait à distance physiquement, mais je sentais sa présence, comme une ombre planant au-dessus de ma vie. Un matin de printemps, alors que je prenais mon café sur le balcon, profitant du soleil qui réchauffait enfin Lyon après un hiver particulièrement rigoureux, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Allô ? Monsieur Laurent ?» La voix était professionnelle, détachée. « Je suis Maître Dubois, avocate. Je représente votre belle-fille, Sylvie Moreau. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Que voulez-vous ? » Ma cliente souhaite faire appel du jugement. Elle estime que vous avez manipulé son fils pour qu'il témoigne contre elle et que les preuves présentées au tribunal ont été fabriquées de toutes pièces. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations ont blanchi. C'est ridicule. Votre cliente a essayé de me faire passer pour sénile pour s'emparer de mes biens. Les preuves sont accablantes. Monsieur Laurent, a poursuivi l'avocate d'un ton doucereux, ma cliente est prête à renoncer à toute poursuite si vous acceptez de lui verser une compensation financière raisonnable. Disons 200 000 €. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Vous plaisantez, j'espère ? Votre cliente tente de m'extorquer de l'argent après avoir essayé de me dépouiller de tout ? Réfléchissez-y, monsieur Laurent. Un procès en appel serait long, stressant, surtout à votre âge. Ma cliente a des ressources et elle est déterminée. Ma réponse est non, catégoriquement non. Et si vous ou votre cliente tentez encore de me contacter, je porterai plainte pour harcèlement. Bonne journée, maître. J'ai raccroché les mains tremblantes. Ce n'était donc pas fini. Sylvie n'avait pas abandonné, elle avait simplement changé de stratégie. Au lieu de me manipuler pour me faire passer pour sénile, elle essayait maintenant de me faire peur. J'ai immédiatement appelé Henri, mon ami avocat. Après lui avoir raconté la conversation, il m'a conseillé de documenter tout contact de Sylvie ou de ses représentants, mais de ne pas m'inquiéter outre mesure. Elle bluffe, m'a-t-il assuré. Les preuves sont solides. Un appel n'a aucune chance d'aboutir et elle le sait. C'est juste une tentative désespérée de te soutirer de l'argent. J'ai voulu le croire, mais quelque chose me disait que Sylvie n'en resterait pas là. Je connaissais cette femme depuis des décennies. Je l'avais vue grandir, se marier, devenir mère, et malgré tout ce qui s'était passé, je devais admettre qu'elle avait hérité d'une qualité de sa mère, la détermination. Isabelle n'avait jamais abandonné face à l'adversité, même pendant sa maladie. Sylvie non plus n'abandonnerait pas. Le lendemain, alors que je rentrais de ma promenade quotidienne le long des quais, j'ai remarqué une voiture garée en face de mon immeuble. Une silhouette était assise au volant, immobile. J'ai ralenti le pas, essayant de discerner qui c'était. La personne a démarré brusquement et s'est éloignée dès qu'elle m'a aperçu. J'ai ressenti un frisson désagréable. Était-ce Sylvie ou quelqu'un qu'elle avait envoyé pour m'espionner? Les jours suivants, j'ai remarqué la même voiture, parfois au même endroit, parfois un peu plus loin dans la rue. Jamais assez près pour que je puisse identifier le conducteur, mais toujours présente, comme un rappel constant que j'étais surveillé. J'ai commencé à modifier mes habitudes. Je sortais à des heures différentes, empruntais des chemins inhabituels, évitais les endroits où je me rendais régulièrement. La paranoïa s'installait lentement, empoisonnant mon quotidien. Un soir, j'ai reçu un appel de Marie. « Papa, j'ai reçu un appel étrange de l'assistante sociale de ta caisse de retraite aujourd'hui. » Une assistante sociale? Je n'ai jamais demandé à voir une assistante sociale. C'est bien ce que je pensais. Elle m'a dit qu'ils avaient reçu un signalement anonyme selon lequel tu aurais des difficultés à gérer seul ton quotidien et que tu refuserais toute aide. J'ai senti la colère monter en moi. Sylvie, c'est ce que je pense aussi. J'ai expliqué à l'assistante que c'était des allégations malveillantes et que tu allais parfaitement bien. Elle a semblé comprendre, mais elle a dit qu'ils étaient obligés de donner suite à tout signalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va probablement te contacter pour convenir d'un rendez-vous à ton domicile. J'ai soupiré profondément. Donc, Sylvie a trouvé un nouveau moyen de me harceler.
Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, nous sommes préparés. Je vais contacter Henri pour voir comment gérer au mieux cette situation. Effectivement, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ladite assistante sociale, une certaine Madame Leroy qui souhaitait évaluer ma situation à domicile. J'ai accepté, après avoir consulté Henri, qui m'a conseillé de coopérer tout en restant vigilant. Le jour du rendez-vous, Marie est venue spécialement de Paris pour être présente. Ensemble, nous avons attendu l'arrivée de Madame Leroy. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage avenant et au regard professionnel. Elle a commencé par m'expliquer la raison de sa visite, le fameux signalement anonyme, puis a procédé à une série de questions sur mon quotidien, ma santé, ma capacité à gérer mes finances et mon foyer. J'ai répondu calmement, démontrant ma lucidité et mon autonomie. Marie a ajouté son témoignage, expliquant les manipulations dont j'avais été victime de la part de Sylvie. Madame Leroy a écouté attentivement, prenant des notes détaillées. À la fin de l'entretien, elle a fermé son carnet et m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Laurent, je vais être franche avec vous. Je vois des dizaines de personnes âgées chaque mois. Certaines ont effectivement besoin d'assistance, d'autres sont victimes de proches mal intentionnés. Je sais reconnaître la différence. » Elle a marqué une pause. « Vous êtes clairement dans le second cas. Je vais classer ce signalement comme non fondé et mentionner dans mon rapport que vous êtes parfaitement capable de gérer votre vie de manière autonome. » J'ai ressenti un immense soulagement. « Merci, Madame Leroy. Ne me remerciez pas, c'est mon travail. Et si je peux vous donner un conseil, » elle a baissé la voix. « Documentez tout, chaque appel, chaque visite, chaque incident suspect. Si votre belle-fille continue à vous harceler via des signalements abusifs, vous aurez besoin de preuves pour demander des mesures plus sévères contre elle. » Après son départ, Marie et moi avons discuté longuement. Il devenait évident que Sylvie avait entamé une guerre d'usure contre moi. Ne pouvant plus m'atteindre directement à cause de l'ordonnance d'éloignement, elle utilisait maintenant des moyens détournés, avocats, faux signalements, surveillance, pour me mettre sous pression, espérant sans doute que je finirais par céder et lui donner l'argent qu'elle réclamait. « On devrait porter plainte », a insisté Marie. « Pourquoi ? Nous n'avons aucune preuve concrète que c'est elle qui est derrière tout ça. » « La voiture qui te surveille, alors ? Je n'ai jamais vu qui conduisait. Ça pourrait être n'importe qui. » Marie a froncé les sourcils. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, papa. À sursauter au moindre bruit, à changer tes habitudes, à craindre de sortir de chez toi. » Elle avait raison, bien sûr. Cette situation était intenable. Mais que pouvais-je faire ? C'est Thomas, le fils de Sylvie, qui a apporté la solution quelques jours plus tard. Il est venu me voir, l'air préoccupé. « Je pense que ma mère complote quelque chose de nouveau », a-t-il dit sans préambule en s'asseyant dans mon salon. « Comment le sais-tu » ? « Elle m'a invité à déjeuner hier. C'était bizarre, elle était trop gentille, trop intéressée par mes études, ma vie. Et puis elle a commencé à me poser des questions sur toi. Si je te voyais souvent, comment tu allais, si tu avais mentionné des problèmes de santé. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Qu'as-tu répondu ? Que tu allais bien, que tu étais en pleine forme. » Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a dit qu'elle s'inquiétait vraiment pour toi, que malgré tout ce qui s'était passé, elle tenait à toi et voulait s'assurer que tu recevais les soins nécessaires. Thomas a secoué la tête avec dégoût. Ensuite, elle m'a demandé si je pourrais lui rendre un service. Juste garder un œil sur toi et lui rapporter si je remarquais quoi que ce soit d'inquiétant. Elle m'a même proposé de l'argent. Qu'as-tu dit ? Un sourire malicieux a éclairé le visage du jeune homme. J'ai fait semblant d'accepter. J'ai été surpris. Pourquoi ? Parce que c'est notre chance de savoir exactement ce qu'elle prépare. Si elle me fait confiance, elle pourrait se confier à moi, révéler son plan. J'ai regardé Thomas avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'était risqué, ce qu'il proposait. Sylvie était sa mère, après tout. S'il se faisait prendre à jouer double jeu, je ne veux pas te mettre dans une position difficile, Thomas. C'est ta mère, malgré tout. Il a secoué la tête fermement. Ce qu'elle fait est mal. Ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle a fait à mon grand-père. Je ne peux pas rester les bras croisés.
Nous avons donc élaboré un plan. Thomas accepterait de surveiller, pour le compte de Sylvie, mais rapporterait tout à Marie et moi. En parallèle, nous contacterions la police pour les informer de la situation, sans porter plainte pour l'instant, juste pour qu'ils soient au courant. Henri, quant à lui, préparerait une requête pour demander une extension de l'ordonnance d'éloignement, incluant l'interdiction de me contacter par personne interposée ou de solliciter des informations à mon sujet auprès de tiers. Les semaines suivantes ont été un étrange jeu du chat et de la souris. Thomas venait me voir régulièrement, prenant soin d'être vu par la personne dans la voiture, que nous soupçonnions d'être un détective privé engagé par Sylvie. Il prenait des photos de mon appartement, prétendument pour montrer à sa mère que tout était en ordre, mais en réalité pour lui faire croire qu'il coopérait. En même temps, Sylvie multipliait les tentatives pour m'atteindre. Des lettres arrivaient, envoyées par son avocate, proposant des arrangements financiers de plus en plus bas, passant de 200 000 à 150 000, puis 100 000 euros. Des connaissances communes m'appelaient, disant que Sylvie était vraiment désolée, qu'elle voulait se réconcilier, qu'elle avait agi sous le coup du stress. Je ne répondais à aucune de ces approches, suivant les conseils d'Henri. Chaque lettre, chaque message, chaque appel était documenté et ajouté au dossier que nous constituions. Thomas, de son côté, rapportait que Sylvie devenait de plus en plus frustrée. Elle avait espéré que la pression psychologique me ferait craquer, mais ma résistance l'a déconcertée. Elle a dit à mon père qu'elle allait devoir passer à la phase 2, nous a rapporté Thomas un jour, l'air inquiet. « Qu'est-ce que ça signifie ?» a demandé Marie. « Je ne sais pas exactement. Ils ont arrêté de parler quand ils ont réalisé que j'écoutais. Mais ça n'augure rien de bon. Nous avons renforcé nos précautions. Marie a insisté pour que j'installe des caméras de sécurité dans mon appartement. Thomas a redoublé de vigilance, essayant de découvrir ce que sa mère tramait. Et puis, un soir, alors que je rentrais d'une partie d'échecs au jardin du Luxembourg, j'ai eu la surprise de ma vie. En approchant de mon immeuble, j'ai vu Denis, l'ex-mari de Sylvie, qui m'attendait. Il était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être vu. « Il faut que je vous parle », a-t-il dit précipitamment. « Pas ici. Pouvons-nous aller quelque part où personne ne nous verra ensemble ?» J'étais méfiant, bien sûr. Denis avait été complice de Sylvie depuis le début. Pourquoi voudrais-je lui parler? Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Ai-je demandé froidement. Parce que j'ai peur de ce que Sylvie prévoit de faire. Elle est allée trop loin. Beaucoup trop loin. Il y avait quelque chose dans sa voix, une peur authentique, qui m'a fait hésiter. Après un moment de réflexion, j'ai décidé de prendre le risque. Il y a un café à 2 rues d'ici. Nous pouvons parler là-bas. Nous nous sommes assis dans un coin discret du café. Denise était pâle, les mains tremblantes lorsqu'il a saisi sa tasse de café. « Sylvie est devenue obsédée », a-t-il commencé. Ce n'est plus juste une question d'argent pour elle maintenant. C'est une vendetta personnelle. Elle ne supporte pas d'avoir perdu, d'avoir été humiliée publiquement. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Denis a avalé difficilement. Elle a engagé quelqu'un. Un homme qu'elle a rencontré par l'intermédiaire d'un client de son agence immobilière. Un homme avec un casier judiciaire. J'ai senti un froid intense m'envahir. Pour faire quoi? Au début, c'était juste pour vous surveiller, prendre des photos, ce genre de choses. Mais maintenant, il a fermé les yeux un instant. Elle lui a demandé de s'introduire chez vous et de mettre en scène un accident. Une chute dans les escaliers, une fuite de gaz, quelque chose qui passerait pour un accident domestique. J'étais abasourdi. Elle veut me tuer. Pas nécessairement vous tuer, mais vous blesser gravement, oui. Assez pour que vous soyez hospitalisé, puis placé en institution. À ce moment-là, elle pense pouvoir convaincre les médecins que vous n'êtes plus en mesure de gérer vos affaires et obtenir une tutelle légale. Pourquoi me dites-vous cela? Vous étiez son complice. Denis a baissé la tête. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Avec le père de Sylvie, avec vous. Je me suis laissé entraîner. Sylvie a toujours été persuasive. Mais là, c'est différent.
Une chose est de manipuler le système pour obtenir de l'argent, une autre est de blesser physiquement quelqu'un. Je ne peux pas être complice de ça. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il a sorti son téléphone. J'ai enregistré une conversation entre Sylvie et cet homme. Elle ne sait pas que j'étais là. Il a appuyé sur play et j'ai entendu la voix de Sylvie, claire et détachée, comme si elle discutait de la météo et non d'un plan pour me blesser gravement. Pas de traces d'effraction, c'est important. Ça doit ressembler à un accident domestique. Il vit seul. Il a 73 ans. Les accidents arrivent tout le temps à cet âge. Une voix d'homme, rauque et hésitante. Je sais pas. C'est risqué. S'il me voit. Il sort tous les jours de 14h à 16h pour sa promenade. Vous aurez largement le temps. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes pris, je ne vous connais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Denis a arrêté l'enregistrement. Elle prévoit de faire ça demain. L'homme doit entrer chez vous pendant votre promenade habituelle et altérer l'escalier de votre immeuble pour que vous fassiez une chute à votre retour. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi devrais-je vous croire? Cela pourrait être une mise en scène élaborée. Parce que je suis allé voir la police avant de venir vous voir. Je leur ai donné une copie de cet enregistrement. Ils prennent la menace au sérieux. La police est au courant. Il a hoché la tête. Ils vont mettre votre immeuble sous surveillance dès ce soir. Ils espèrent prendre cet homme sur le fait. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'horreur. Sylvie était prête à aller jusque-là pour se venger et obtenir mon argent. Pourquoi avez-vous décidé de la trahir? Elle est votre ex-femme, la mère de votre fils. Denis a soupiré profondément. Thomas m'a appelé hier. Il était bouleversé. Il m'a dit qu'il savait que je parlais encore régulièrement à Sylvie, que j'étais probablement au courant de ses plans. Il m'a supplié de ne pas la laisser faire quelque chose d'irréparable. Un silence est tombé entre nous. Je pensais à Thomas, pris entre sa mère et son sens de la justice. À quel point cela devait être déchirant pour lui. Qu'allez-vous faire maintenant? Ai-je finalement demandé. Je vais témoigner contre elle si nécessaire. Et puis je vais essayer de reconstruire ma relation avec mon fils. Il ne me fait plus confiance et je ne peux pas l'en blâmer. Nous nous sommes séparés peu après. J'ai immédiatement appelé Henri pour l'informer de la situation. Il était abasourdi, mais a rapidement repris ses esprits et m'a conseillé d'aller porter plainte formellement, malgré l'intervention préalable de Denis. Il faut que tout soit fait dans les règles. Va au commissariat maintenant, dépose une plainte pour menace de violence et demande une protection policière. J'ai suivi son conseil et me suis rendu au commissariat le plus proche. L'officier qui m'a reçu était déjà au courant de la situation grâce à la déposition de Denis. Nous prenons cette menace très au sérieux, monsieur Laurent, m'a-t-il assuré. Des agents en civil vont surveiller votre immeuble dès ce soir. Et nous allons envoyer une patrouille régulière dans votre rue pour les prochains jours. Et Sylvie, ai-je demandé, allez-vous l'arrêter? Pas encore. Nous avons besoin de preuves plus concrètes pour l'inculper. L'enregistrement de M. Moreau est un début, mais il pourrait être contesté en justice. Si nous parvenons à appréhender l'homme qu'elle a engagé et qu'il témoigne contre elle, alors nous aurons un dossier solide. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange. J'étais à la fois soulagé que la menace ait été découverte à temps et profondément attristé que Sylvie ait pu envisager de me faire du mal physiquement. Comment en était-elle arrivée là? Comment la petite fille que j'avais vue grandir avait-elle pu devenir une femme capable de planifier froidement de blesser un vieil homme? Le lendemain, suivant les instructions de la police, j'ai maintenu ma routine habituelle. Je suis sorti pour ma promenade à 14h, laissant les policiers en embuscade dans et autour de mon immeuble. À mon retour, 2 heures plus tard, j'ai trouvé un attroupement devant l'entrée. 2 voitures de police étaient garées là, et un homme que je n'avais jamais vu était menotté, escorté vers l'une d'elles. Un policier s'est approché de moi. « Monsieur Laurent, nous avons appréhendé l'individu alors qu'il tentait de manipuler la rampe d'escalier de votre immeuble. Il a avoué avoir été engagé par Madame Moreau. J'ai ressenti un étrange vide. C'était donc vrai. Sylvie était réellement prête à me blesser, peut-être même à me tuer pour arriver à ses fins.
Qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons arrêter Madame Moreau pour complot en vue de commettre des violences aggravées. Avec le témoignage de cet homme et l'enregistrement de Monsieur Moreau, nous avons suffisamment de preuves pour l'inculper. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de Thomas. Sa voix était brisée. Ils ont arrêté maman. Je sais, je suis désolé, Thomas. Ne le sois pas. Elle a fait son choix. J'ai du mal à croire qu'elle ait pu aller aussi loin. Moi aussi, ai-je admis doucement. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Je ne sais pas exactement. Elle risque la prison, certainement. Un long silence a suivi. Est-ce que tu vas témoigner contre elle? C'était une question à laquelle je n'avais pas encore réfléchi. Sylvie méritait d'être punie pour ce qu'elle avait tenté de faire, mais elle restait la fille d'Isabelle, la mère de Thomas. Je ne sais pas encore, Thomas. J'ai besoin d'y réfléchir. Je comprends. Il a hésité. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Ces mots m'ont touché plus que je ne saurais l'exprimer. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré le fait que sa propre mère était maintenant en garde à vue, Thomas restait à mes côtés. Il avait choisi la vérité et la justice plutôt que les liens du sang. Ce soir-là, j'ai longtemps réfléchi à ce que je devais faire. Devais-je poursuivre Sylvie jusqu'au bout, m'assurer qu'elle paie pour ses actes? Ou devais-je faire preuve de clémence pour Thomas, pour la mémoire d'Isabelle? J'ai appelé Marie pour lui demander son avis. Sa réponse a été sans équivoque. Elle a essayé de te faire du mal, papa. Physiquement. Elle mérite d'être punie. Mais c'est la fille d'Isabelle. Maman n'aurait jamais voulu que sa fille devienne ce que Sylvie est devenue. Elle aurait été horrifiée. Elle avait raison, bien sûr. Isabelle, avec son sens aigu de la justice et son cœur généreux, aurait été profondément déçue par les actions de sa fille. Tu as raison. Je vais témoigner. Le procureur m'a contacté le lendemain pour me demander formellement si j'étais prêt à témoigner contre Sylvie. J'ai accepté, le cœur lourd mais déterminé. 2 jours plus tard, Sylvie a comparu devant le juge pour sa mise en examen. J'étais présent dans la salle d'audience, assis au fond, presque invisible. Elle ne m'a pas vu tout de suite, concentrée sur le juge et son avocate. Puis, alors que le procureur énonçait les charges retenues contre elle, son regard a balayé la salle et s'est posé sur moi. Nos yeux se sont croisés, et pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur de reconnaissance, peut-être même de regret, dans son regard. Mais cela n'a duré qu'une seconde, remplacé presque immédiatement par la même froideur calculatrice que j'avais appris à redouter. Le juge a décidé de la placer en détention provisoire, considérant qu'elle représentait un danger pour moi et qu'il existait un risque de fuite ou d'entrave à la justice. Alors qu'elle était emmenée, elle s'est retournée une dernière fois vers moi. Nos regards se sont à nouveau croisés, et cette fois, j'ai vu clairement la haine dans ses yeux. Une haine pure, irrationnelle, qui m'a glacé jusqu'aux os. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec le sentiment que cette affaire était loin d'être terminée. Sylvie était en prison, certes, mais sa haine, elle, était plus vivante que jamais. Thomas est venu me voir le soir même, dévasté par ce qui était arrivé à sa mère, mais toujours convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. « Je ne comprends pas pourquoi elle te déteste autant », a-t-il dit doucement, alors que nous étions assis dans mon salon, partageant une bouteille de vin. « Tu as toujours été bon avec elle. » J'ai soupiré. Je crois que cela remonte à loin, bien avant que tu naisses. Quand j'ai épousé ta grand-mère, Sylvie avait 12 ans. Elle venait de perdre son père. Et soudain, un étranger prenait sa place. Je crois qu'elle ne l'a jamais accepté, même si elle faisait semblant. Mais ça fait 40 ans. Certaines blessures ne guérissent jamais, Thomas. Elles festonnent en silence, alimentant un ressentiment qui ne fait que grandir avec le temps. Il a secoué la tête, incrédule. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non, ça ne l'excuse pas. Mais peut-être que ça l'explique, en partie. Nous sommes restés silencieux un moment, perdus dans nos pensées. Puis Thomas a posé la question qui me hantait également. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant. J'ai regardé par la fenêtre, vers le ciel qui s'assombrissait au-dessus de Lyon. Maintenant, nous attendons le procès.
Et nous essayons de reconstruire nos vies, morceau par morceau. Il a hoché la tête lentement. Je peux rester ici cette nuit. Je ne veux pas retourner à l'appartement de maman. Il y a trop de souvenirs. Bien sûr, Thomas. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à Isabelle. Que penserait-elle de tout cela? De sa fille en prison, accusée d'avoir comploté pour me blesser? De son petit-fils, déchiré entre sa loyauté envers sa mère et son sens de la justice? Qu'aurais-tu fait, Isabelle? Ai-je murmuré dans l'obscurité? Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Mais au fond de moi, je connaissais Isabelle mieux que quiconque. Elle aurait été dévastée par les actions de sa fille, mais elle aurait aussi insisté pour que justice soit faite. Elle croyait fermement que nous devons tous assumer les conséquences de nos actes. Je ferai ce qu'il faut, ai-je promis à son souvenir. Pour toi, pour Thomas, et même pour Sylvie. Car au fond, malgré tout ce qu'elle avait fait, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque part, sous cette carapace de haine et de ressentiment, il restait peut-être une parcelle de la petite fille qu'Isabelle avait tant aimée. Une petite fille perdue, qui avait pris de mauvais virages et s'était enfoncée trop loin dans l'obscurité. Était-il trop tard pour elle? Probablement. Mais pour Thomas, pour Marie, pour moi-même, il n'était pas trop tard pour guérir, pour reconstruire, pour avancer. Le procès aurait lieu dans quelques mois. D'ici là, j'avais une vie à vivre. Une vie qui, malgré les traumatismes récents, valait encore la peine d'être vécue. Avant de conclure ce chapitre de mon histoire, je voudrais vous demander, avez-vous déjà été confronté à une trahison si profonde qu'elle a ébranlé toutes vos certitudes? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon récit. Les mois qui ont précédé le procès de Sylvie ont été étrangement paisibles. Une paix fragile s'était installée dans ma vie, comme la surface tranquille d'un lac qui dissimule les courants tumultueux en dessous. Thomas s'était installé chez moi. Au début, c'était censé être temporaire, juste le temps qu'il trouve un autre logement. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et ni lui ni moi n'avons évoqué l'idée qu'il parte. Sa présence était réconfortante, et je crois que pour lui aussi, habiter avec moi était une forme d'ancrage dans cette tempête qui avait bouleversé nos vies. Marie venait plus souvent de Paris, passant presque tous ses week-ends à Lyon. Nous avions retrouvé une complicité que je croyais perdue depuis longtemps. C'était comme si l'adversité nous avait rapprochés, forgeant des liens plus forts entre nous. Un soir de septembre, alors que Thomas et moi partagions un dîner sur le balcon, profitant des dernières chaleurs de l'été, il m'a posé une question qui me hantait également. « Tu penses que le juge va condamner maman à la prison ferme ?» J'ai posé ma fourchette, cherchant mes mots. « Je ne sais pas, Thomas. Ce qu'elle a fait est grave, très grave. Mais elle n'a pas de casier judiciaire, et ses avocats vont probablement plaider des circonstances atténuantes, le stress du divorce, une dépression. Tu crois qu'elle était vraiment dépressive ?» J'ai réfléchi un instant. Pas au sens clinique du terme. Mais je pense qu'elle était profondément malheureuse, d'une manière que même elle ne comprenait pas complètement. Thomas a hoché la tête lentement. J'ai beaucoup pensé à maman ces derniers mois, à son enfance, à sa relation avec toi et grand-mère. Elle parlait très peu de son père biologique, tu sais. Quand j'essayais d'en savoir plus, elle changeait toujours de sujet. C'est normal. Robert est mort dans un accident de voiture quand elle avait 11 ans. C'était très traumatisant pour elle. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle n'ait jamais fait son deuil. Je crois qu'elle a reporté toute cette douleur non résolue sur toi, comme si te haïr lui permettait de garder vivant le souvenir de son père. Cette observation m'a frappé par sa justesse. Thomas avait toujours été un jeune homme perspicace, mais cette analyse de sa propre mère témoignait d'une maturité émotionnelle rare. Tu pourrais avoir raison, ai-je admis. Sylvie n'a jamais vraiment accepté ma présence dans la vie de ta grand-mère. Elle faisait semblant, bien sûr, pour ne pas contrarier Isabelle. Mais il y avait toujours cette distance entre nous. Tu ne lui en voulais pas. Comment aurais-je pu? Elle avait perdu son père à un âge où une fille en a le plus besoin. Et soudain, un étranger prenait sa place. Je comprenais sa réticence,
sa colère parfois. J'espérais juste qu'avec le temps, ma voix s'est éteinte. J'avais espéré, en effet. Espéré qu'avec les années, Sylvie finirait par m'accepter, sinon comme un père, du moins comme un ami, un allié. Cet espoir ne s'était jamais concrétisé. Tu sais ce qui est ironique, a poursuivi Thomas, c'est que grand-mère serait tellement fière de toi maintenant, de ta façon de me traiter, de nous accueillir, Marie et moi, malgré tout ce que maman t'a fait subir. J'ai souri faiblement. Isabelle avait toujours une foi inébranlable en la capacité des gens à faire le bien, même dans les circonstances les plus difficiles. Comme toi. Ces deux mots simples m'ont touché plus profondément que n'importe quel discours élaboré. Thomas voyait en moi ce qu'Isabelle avait toujours vu, une bonté fondamentale que même les épreuves les plus dures n'avaient pas réussi à éroder. Le grand jour est finalement arrivé. Le procès de Sylvie s'est ouvert par une froide matinée d'octobre, le ciel de Lyon aussi gris et lourd que mon cœur. Le palais de justice était imposant, ses hautes colonnes et son architecture néoclassique inspirant un mélange de respect et d'appréhension. J'y étais déjà venu, bien sûr, lors de la première audience concernant les fausses accusations de Sylvie contre moi. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était elle qui était sur le banc des accusés. Thomas avait insisté pour m'accompagner, malgré mes réticences initiales. C'est ma mère, mais c'est aussi mon choix d'être là, à tes côtés, avait-il affirmé avec une détermination qui ne laissait place à aucun argument. Marie était également présente, assise de l'autre côté de moi dans la salle d'audience. Sa main serrait la mienne, transmettant un soutien silencieux qui valait tous les discours. Lorsque Sylvie est entrée, escortée par 2 gardes, j'ai eu un choc. Elle avait changé en quelques mois de détention préventive. Son visage était plus mince, plus dur, comme sculpté dans la pierre. Ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, semblaient éteints, fixant un point invisible devant elle. Elle n'a pas regardé dans notre direction, pas une seule fois, même lorsque le juge a mentionné la présence de son fils dans la salle. C'était comme si elle avait érigé un mur entre elle et le monde extérieur, un rempart contre la réalité de ce qu'elle avait fait et de ce qui l'attendait. Le procès en lui-même a été une affaire douloureuse. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement fourni par Denis, le témoignage de l'homme qu'elle avait engagé pour me blesser, les messages et courriels documentant son plan sur plusieurs mois. Ses avocats ont plaidé la détresse émotionnelle, arguant qu'elle avait agi sous l'emprise d'un trouble psychologique temporaire, exacerbé par son divorce et ses problèmes financiers. Puis est venu mon tour de témoigner. En montant à la barre, j'ai finalement croisé le regard de Sylvie pour la première fois. Pendant un bref instant, j'ai cru y voir une lueur, non pas de remords, mais de curiosité, comme si elle se demandait ce que j'allais dire, jusqu'où j'irais pour l'enfoncer. J'ai raconté mon histoire, comment elle était venue vivre chez moi après son prétendu divorce, comment elle avait progressivement pris le contrôle de mon domicile, de ma vie, les manipulations psychologiques, les faux signalements aux services sociaux, et enfin, le complot pour me blesser physiquement. J'ai parlé d'une voix calme, factuelle, sans animosité apparente. Je ne cherchais pas vengeance, juste justice, juste la vérité. Lorsque l'avocat de Sylvie m'a interrogé à son tour, il a tenté de me déstabiliser, insinuant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de sa cliente, que mes souvenirs étaient peut-être altérés par l'âge ou le stress. « Monsieur Laurent », a-t-il demandé d'un ton doucereux, « n'est-il pas possible que vous ayez perçu comme hostiles des actes qui n'étaient motivés que par l'inquiétude légitime d'une belle-fille pour son beau-père vieillissant ? » « Non », ai-je répondu fermement. « Il n'y a aucune interprétation possible du fait d'engager quelqu'un pour me faire chuter dans les escaliers. C'était délibéré, prémédité et potentiellement mortel. » L'avocat a changé de tactique. « Vous avez mentionné que Madame Moreau avait toujours été distante avec vous, même du vivant de sa mère. N'avez-vous jamais envisagé que vous ayez pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer à cette animosité ? » J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. J'ai passé des décennies à essayer de comprendre pourquoi Sylvie me rejetait,
à me demander si j'avais fait ou dit quelque chose qui aurait pu la blesser. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais voulu me donner une chance. Dès le premier jour, j'étais l'ennemi, l'usurpateur qui avait pris la place de son père. J'ai regardé Sylvie directement en prononçant ces mots. Son visage est resté impassible, mais ses mains, posées sur la table devant elle, se sont crispées imperceptiblement. Et pourtant, ai-je poursuivi, malgré tout cela, je ne lui ai jamais souhaité de mal. Même aujourd'hui, je ne souhaite pas sa souffrance. Je veux simplement qu'elle comprenne que ses actions ont des conséquences, et qu'elle ne peut pas continuer à blesser les gens qui l'entourent, sans en payer le prix. À la fin de mon témoignage, le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. J'ai hésité, puis j'ai décidé de parler directement à Sylvie. J'ai aimé ta mère plus que tout au monde, Sylvie. Et par extension, j'ai toujours voulu t'aimer comme ma propre fille. Je regrette profondément que nous n'ayons jamais pu établir cette connexion. Mais sache que, malgré tout ce qui s'est passé, je ne te hais pas. Je suis simplement déçu. Déçu que nous ayons gâché tant d'années en ressentiment et en amertume, alors que nous aurions pu former une famille unie. Pour la première fois, j'ai vu une émotion traverser le visage de Sylvie, un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Mais elle a rapidement repris son masque d'impassibilité. Les jours suivants ont vu défiler d'autres témoins, Denis, confirmant son témoignage initial. L'homme que Sylvie avait engagé, détaillant les instructions précises qu'elle lui avait données. Des voisins et connaissances, relatant les changements qu'ils avaient observés dans mon comportement après l'installation de Sylvie chez moi. Et puis, à la surprise générale, Thomas a demandé à témoigner. Ni lui ni moi n'avions prévu cela. Il avait pris cette décision seul, sans m'en parler. En le voyant monter à la barre, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et de fierté. Appréhension car je savais à quel point ce moment devait être déchirant pour lui, témoigner contre sa propre mère. Fierté, car il avait le courage de faire ce qu'il estimait juste, malgré la douleur personnelle que cela lui infligeait. « Thomas Moreau, » a commencé le juge, « vous êtes le fils de l'accusé. Êtes-vous conscient que vous n'êtes pas obligé de témoigner dans cette affaire ? Oui, votre honneur, j'en suis conscient. Mais je souhaite le faire. Très bien. Que pouvez-vous nous dire sur cette affaire ? Thomas a pris une profonde inspiration. Ma mère a toujours été complexe, brillante, déterminée, mais aussi manipulatrice et parfois cruelle. Pendant longtemps, j'ai ignoré ce côté de sa personnalité. Ou plutôt, je l'excusais. C'est ma mère, après tout. Il a jeté un bref regard vers Sylvie, qui le fixait maintenant avec une intensité troublante. Mais il y a des limites à ce qu'on peut excuser, ce qu'elle a fait à mon grand-père paternel, puis à Laurent. Ce n'étaient pas des actes impulsifs, c'étaient des plans calculés, exécutés sur des mois, voire des années. Il a alors décrit en détail comment, adolescent, il avait assisté à la manipulation progressive de son grand-père par sa mère. Comment il l'avait vu isoler le vieil homme de ses amis et de sa famille. Comment elle avait graduellement pris le contrôle de ses finances. Et comment, finalement, elle l'avait placé dans une maison de retraite médiocre tout en s'appropriant sa maison et ses économies. Je n'ai rien dit à l'époque, a-t-il admis, la voix tremblante. J'avais peur d'elle, de sa colère. Et puis, c'était ma mère. On veut toujours croire que nos parents font ce qui est juste. Il a ensuite relaté comment il avait découvert que sa mère tentait de reproduire le même schéma avec moi. Quand j'ai compris ce qu'elle prévoyait de faire, je ne pouvais pas rester silencieux une seconde fois. Je ne pouvais pas être complice d'une telle injustice, même par mon silence. Sylvie n'a pas quitté son fils des yeux pendant tout son témoignage. Son expression oscillait entre l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. La première émotion authentique que je lui voyais exprimer depuis le début du procès. Lorsque Thomas a terminé, l'avocat de Sylvie s'est levé pour le contre-interroger. Mais à la surprise générale, Sylvie lui a fait signe de se rasseoir. « Je n'ai pas de questions pour mon fils », a-t-elle dit d'une voix étonnamment douce. Il a dit la vérité. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Même le juge semblait surpris par cette admission inattendue.
Le procès s'est conclu le lendemain avec les plaidoiries finales. L'avocat de Sylvie a fait de son mieux, arguant que sa cliente avait agi sous l'emprise de troubles psychologiques et qu'elle avait besoin de soins, pas de prison. Le procureur, quant à lui, a souligné la gravité des actes, leur préméditation et le danger que Sylvie représentait pour moi et potentiellement pour d'autres personnes vulnérables. Le juge a pris 3 jours pour délibérer. 3 jours d'attente anxieuse pendant lesquels Thomas, Marie et moi avons essayé de maintenir une apparence de normalité tout en étant hantés par l'issue imminente du procès. Le jour du verdict, la salle d'audience était plus pleine que jamais. L'affaire avait attiré l'attention des médias locaux qui y voyaient un cas emblématique d'abus envers les personnes âgées, un problème de plus en plus préoccupant dans notre société vieillissante. Lorsque Sylvie est entrée, encadrée par ses gardes, elle semblait plus petite, plus fragile que les jours précédents. Pour la première fois, elle a cherché Thomas du regard, et quand elle l'a trouvé, assis à côté de moi, elle a esquissé un faible sourire. Un geste si inattendu, si discordant avec son comportement habituel, que j'en ai été déstabilisé. Le juge est entré, et un silence pesant s'est abattu sur la salle. Dans l'affaire du ministère public contre Sylvie Moreau, a-t-il commencé solennellement, ce tribunal, après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu tous les témoignages, est parvenu à une décision. Il a marqué une pause, balayant la salle du regard. « Sylvie Moreau, levez-vous. » Elle s'est levée lentement, le visage impassible. « Ce tribunal vous reconnaît coupable de tentative de coups et blessures avec préméditation, d'abus psychologiques envers une personne âgée, de faux témoignages et de tentative d'extorsion. » Un autre silence, plus lourd encore. Compte tenu de la gravité de ces actes, mais également des circonstances personnelles de l'accusé et de son absence d'antécédents judiciaires, ce tribunal vous condamne à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. De plus, vous êtes condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur Laurent à hauteur de 50 000 €. La sentence était tombée, plus légère que ce que le procureur avait requis, mais suffisamment sévère pour marquer la gravité des actes commis. Le visage de Sylvie est resté figé, comme si elle n'avait pas complètement assimilé ce qui venait de se passer. « Avez-vous quelque chose à dire avant d'être emmenée, Madame Moreau ?» a demandé le juge. Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Oui, votre honneur. » Elle s'est tournée pour faire face à la salle, mais son regard était fixé sur Thomas et moi. Sa voix a vacillé un instant. « Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir de véritables remords. Mais je reconnais que mes actions ont causé de la souffrance, en particulier à mon fils. » Elle a regardé Thomas directement. « Je suis désolé, Thomas. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour la façon dont cela t'a affecté. Tu méritais une meilleure mère. » Puis, elle s'est tournée vers moi. « Quant à vous, Laurent, je ne peux pas dire que je ne vous hais plus. Cette haine a été une partie de moi pendant trop longtemps. Mais je reconnais que vous n'avez jamais mérité cette haine. C'était mon fardeau, pas le vôtre. C'était la chose la plus proche d'excuse que Sylvie pouvait offrir, et d'une certaine manière, c'était plus honnête, plus authentique qu'une expression de remords conventionnelle. Les gardes l'ont ensuite emmenée, et c'est la dernière fois que je l'ai vue ce jour-là. En sortant du tribunal, Thomas, Marie et moi avons été assaillis par les journalistes. Nous avons refusé de faire des commentaires, préférant préserver notre intimité dans ce moment difficile. Ce soir-là, assis dans mon salon avec Thomas et Marie, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Soulagement que cette épreuve soit enfin terminée. Tristesse pour la vie brisée de Sylvie et une forme de paix fragile, comme si un chapitre douloureux de ma vie venait enfin de se clore. « Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent des dommages et intérêts ?» a demandé Marie, brisant le silence qui s'était installé. J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas. Je n'en ai pas vraiment besoin. Tu pourrais le donner à une association qui lutte contre les abus envers les personnes âgées, a suggéré Thomas. Transformer quelque chose de négatif en une force positive. J'ai souri. C'est une excellente idée. Je crois qu'Isabelle aurait approuvé. La vie a repris son cours après le procès.
doucement, prudemment, comme un convalescent qui réapprend à marcher après une longue maladie. Thomas a décidé de rester à Lyon pour terminer ses études, mais a déménagé dans un petit studio proche de mon appartement. J'ai besoin de mon indépendance, m'a-t-il expliqué, mais je veux rester près de toi. Marie a continué à venir régulièrement de Paris, maintenant cette connexion renouvelée que nous avions établie. Nous avons même commencé à planifier un voyage ensemble en Italie, réalisant ainsi un rêve qu'Isabelle et moi avions toujours remis à plus tard. Quant à Sylvie, elle a commencé à purger sa peine dans une prison pour femmes à une centaine de kilomètres de Lyon. Thomas lui a rendu visite une fois, une expérience qu'il a décrite comme difficile, mais nécessaire. Je ne lui ai pas demandé de détails, respectant la complexité de sa relation avec sa mère. Denis, quant à lui, a quitté la région peu après le procès. D'après ce que Thomas m'a dit, il est parti s'installer dans le sud, essayant de reconstruire sa vie loin des souvenirs douloureux de son mariage avec Sylvie. 1 an après le procès, alors que l'automne teintait à nouveau les arbres de Lyon de rouge et d'or, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de la prison où Sylvie était détenue. J'ai hésité longuement avant de l'ouvrir, craignant qu'elle ne contienne de nouvelles accusations, de nouvelles manifestations de haine. Mais finalement, poussé par une curiosité que je ne pouvais réprimer, j'ai décacheté l'enveloppe. La lettre était courte, écrite d'une main ferme que je reconnaissais bien. « Laurent, je ne sais pas pourquoi je vous écris. Peut-être parce que le temps passe différemment ici, laissant trop de place à la réflexion. Un psychologue de la prison m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité. Apparemment, c'est la raison pour laquelle je ne ressens pas les émotions comme les autres. Pourquoi je ne peux pas éprouver de véritable empathie? Il dit que c'est probablement lié au traumatisme de la mort de mon père. Je ne sais pas si cela explique ou excuse ce que j'ai fait. Probablement pas. Mais cela m'aide à comprendre pourquoi j'ai toujours été comme je suis. Thomas m'a rendu visite. Il m'a dit qu'il vivait près de chez vous maintenant, qu'il allait bien. C'est tout ce qui m'importe. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne suis même pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Mais je tenais à vous dire que je ne vous contacterai plus après cette lettre. Vous avez le droit de vivre en paix. Sylvie, j'ai lu et relu cette lettre plusieurs fois, cherchant entre les lignes un message caché, un nouveau piège. Mais il n'y en avait pas. C'était juste une conclusion, une façon pour Sylvie de mettre fin à notre histoire, à sa manière. Je n'ai pas répondu à la lettre. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas semblé vide ou prétentieux. Mais j'ai gardé cette lettre, l'ajoutant au souvenir compliqué d'une vie qui n'avait jamais été simple. Aujourd'hui, à 75 ans, je mène une vie que je n'aurais jamais imaginée il y a 2 ans. Une vie plus riche, plus pleine, grâce au lien renforcé avec Marie et à la relation inattendue mais profondément significative que j'ai développée avec Thomas. Nous formons une étrange famille, construite sur les ruines d'une tragédie, mais néanmoins une famille. Et c'est peut-être ça, finalement, le véritable héritage d'Isabelle, cette capacité à créer de la beauté et de l'amour même dans les circonstances les plus improbables. Quant à Sylvie, je pense à elle parfois, me demandant si elle trouve une forme de paix dans sa prison, si elle parvient à se reconstruire à sa manière. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui pardonner complètement. Certaines blessures sont trop profondes. Mais j'ai cessé de la haïr. La haine est un fardeau trop lourd à porter, surtout à mon âge. Si cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que la vie est trop courte pour la gâcher en ressentiment et en vengeance. Qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour guérir, pour trouver de nouvelles formes de bonheur. Je regarde souvent le coucher de soleil depuis mon balcon, un verre de Côte-du-Rhône à la main, et je pense à Isabelle. Je lui raconte silencieusement les événements de ma journée, les progrès de Thomas dans ses études, les dernières nouvelles de Marie. Je sais qu'elle n'est plus là pour m'entendre, bien sûr, mais d'une certaine façon, ces conversations silencieuses me réconfortent, me rappelant que l'amour ne disparaît jamais vraiment, même lorsque la personne que nous aimions n'est plus là. Et parfois, juste parfois, je sens comme une présence à mes côtés, un souffle léger, un murmure dans le vent du soir. Et je me dis que peut-être,
D'une façon que je ne peux pas comprendre, Isabelle est encore là, veillant sur cette étrange famille que nous sommes devenus. La vie continue, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Et moi, je continue aussi, un jour à la fois, reconnaissant pour chaque instant de paix et de bonheur que je peux saisir. Car si j'ai appris une chose dans mes 75 ans d'existence, c'est que la vie est un don précieux, même dans ses moments les plus sombres, et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Vos commentaires et votre soutien m'ont profondément touché. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Et partagez avec nous dans les commentaires. Avez-vous déjà dû pardonner quelqu'un qui vous a profondément blessé? Comment avez-vous trouvé la force de tourner la page et de reconstruire votre vie? Votre expérience pourrait aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Merci encore pour votre présence et votre bienveillance.